Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, nous allons parler des substances psychédéliques et leur usage dans un cadre thérapeutique, dans le cas de guérison de pathologies complexes ou pour la transformation de la conscience. Si on parle de plus en plus de ce sujet, c'est qu'après des décennies de diabolisation, un nombre croissant d'études scientifiques internationales démontrent qu'elles recèlent un potentiel de guérison encore largement inexploité dans des pathologies difficiles à gérer telles que la dépression, l'anxiété, l'addiction ou encore le stress post-traumatique. Car si ces substances constituent de puissantes médecines pour le corps et le mental, elles permettraient aussi à la psyché et à l'âme d'accéder à un nouvel état d'éveil de la conscience. Alors pour nous guider aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau dans Métamorphose le médecin psychiatre Olivier Chambon. Bonjour Olivier. Bonjour Anne, bonjour le public. Oui, bonjour le public, exactement. Alors on utilise dans votre jargon le raccourci de PDL, c'est ça pour ce mot. Oui, pour dire psychédélique, oui. Oui. Ou de produits psychédéliques, vous dites PDL. Enfin, vous dites, la communauté dit PDL. Alors, Olivier Chambon, vous êtes co-auteur avec Jocelyn Morrison d'un ouvrage extrêmement complet sur le sujet, La révolution psychédélique, une médecine de la conscience, qui a été publié récemment chez Guitra et Daniel. Comment est-ce que personnellement vous vous êtes intéressé au sujet ? Il y avait déjà eu ce premier livre en 2009, bien évidemment. Oui, j'avais écrit un premier livre en 2009 qui s'appelle La médecine psychédélique, qui fait le point sur les bases historiques et les premières études cliniques. Et là, il s'était passé tellement de choses en 10 ans, comme vous le dites très bien dans votre introduction d'ailleurs. On aurait presque pu se contenter de votre introduction, vous avez tout dit. Non. Mais bon, je vais essayer de détailler un peu. Oui. Donc voilà, en 10 ans, il y avait eu tellement d'études sur le sujet et tellement d'espoir qui étaient confirmés par rapport au livre de 2009 qu'il a fallu écrire en 2019 le livre La révolution psychédélique pour compléter et accompagner ce mouvement. Comment est-ce que vous en étiez arrivé là, vous personnellement, dans votre pratique de médecin psychiatre ? Eh bien, c'est allé de pair avec plusieurs choses. Mon intérêt pour les états élargis de conscience, lors de la formation à l'hypnose, à l'EMDR, mon intérêt pour le chamanisme, et tout ça, en fait, ce sont des approches qui appartiennent au même domaine, c'est-à-dire au domaine des pratiques qui élargissent la conscience ordinaire. Et les psychédéliques font partie des méthodes, parmi d'autres, qui élargissent la conscience ordinaire et qui permettent d'aller travailler dans des domaines où habituellement le petit moi ne peut pas aller parce qu'il n'a pas les capacités, les connexions, les ressources. Et ça, on va en parler effectivement Voilà. longuement. Pour simplement continuer avec des données un peu de cadrage de notre sujet, pour celles et ceux qui nous écoutent, alors vous parlez de cette troisième vague des psychédéliques, des PDL, qui parle d'un usage évidemment intentionné, mesuré, contrôlé et responsable de ces substances. Oui, alors on dit troisième vague parce que la première a été celle de l'utilisation plurimillénaire et ancestrale et chamanique. Même on peut penser que l'homme, le chasseur-cueilleur, dès le néolithique ou même avant peut-être, rencontrait sur sa route des champignons ou des plantes ayant des substances psychédéliques en elles et les avait utilisées. Et certains auteurs disent même que c'est ce qui a favorisé l'évolution cognitive, notamment le langage chez l'homme, l'utilisation de telles plantes, qui au départ étaient liées au hasard des rencontres, qui ensuite a été compris par ces peuples comme étant bénéfiques pour des tas de choses, pour la divination, pour la chasse, etc. Donc ça, c'est la première vague. Ensuite, il y a la deuxième vague, c'est dans les années 50-60, 1950-1960, principalement aux États-Unis, mais après ça a gagné l'Europe. Et là, il y a eu pas mal d'études très intéressantes avec le LSD, à l'époque, surtout, et avec les champignons psilocybine, avec la mescaline, etc. Enfin, c'est surtout que les LSD à l'époque qui ont montré l'intérêt important et validé du LSD pour les troubles psychiques et certains troubles physiques. Mais il y a eu une contre-vague, c'est-à-dire que ça dérangeait quand même beaucoup la culture ambiante, qui était matérialiste, consumériste, pro-guerre, etc. Alors que là, ça soutenait des mouvements féministes, des mouvements pacifistes. Vous savez, Peace and Love, ça fait jamais vendre beaucoup dans les magasins. Non. Et
Donc il y a eu une menace quoi pour le pouvoir en place, et donc les moindres prétextes ont été pris pour diaboliser ces substances, en dénier le caractère thérapeutique, en pointer le caractère effectivement problématique quand elles sont prises n'importe comment, par n'importe qui, sans préparation, sans suivi, sans accompagnement, etc., etc. Mais comme tout ce qui est fort, hein, si vous prenez la voiture et que vous n'avez jamais appris à conduire et que vous n'avez pas appris le code de la route et que vous conduisez à 100 à l'heure en sens interdit, bourré en ville, eh ben, je vous explique pas, je sais pas qu'est-ce qui va être en prise en défaut. Est-ce que c'est la voiture qu'il faudra supprimer pour tout le monde, ou est-ce que c'est le conducteur qu'il faudra éduquer pour que quand même il ne fasse plus ce genre de choses? Vous voyez? Donc on a diabolisé l'outil, alors que c'était celui qui s'en servait qui était responsable. Parce que c'est un excellent outil mis entre de bonnes mains, à la fois de soins, on va peut-être y revenir, pour certaines pathologies psychiatriques et somatiques, mais aussi pour le développement personnel et spirituel, et le droit d'explorer sa conscience pourvu que l'on ne fasse de mal à personne. Ce qui est le cas quand on sait bien prendre ces substances. Et au passage, je signale que je n'encourage personne en France à en prendre, puisque c'est illégal, interdit, et que si j'encourageais, je risquerais des poursuites pénales. C'est comme ça, dura lex sed lex, on n'a pas le choix, il faut suivre la loi, même si elle est injuste et fausse, et injustifiée. Oui, d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous ne faites pas une apologie de cette utilisation d'un point de vue récréatif. En plus, c'est pas pas du tout le but de cet ouvrage. Alors, récréatif, oui, non. Si vous voulez, c'est pas à moi de faire la morale aux petits jeunes, ou même aux petits vieux, parce qu'il y en a aussi qui, de tout âge qui en prennent. Mais c'est pas à moi de faire la morale. Après, chacun prend ses responsabilités. Mais il est vrai que quand on connaît le potentiel et le caractère sacré, et quand je dis sacré, je pèse mes mots, hein, je suis pas un curé, je fais pas partie d'une secte. Pour moi, c'est le caractère sacré, c'est vraiment l'émotion du sacré qui m'étreint quand je pense à ces substances, à ce qu'elles sont capables de faire. Eh bien, c'est sûr qu'on doit les respecter. On doit pas faire n'importe quoi avec ces substances. C'est un peu comme un homme avec une femme. Enfin, excusez-moi peut-être le parallèle qui est peut-être douteux, je ne sais pas, on verra ou une femme avec un homme. Ou une femme avec un homme, très juste. S'il veut donc entretenir une relation amoureuse avec elle, la séduire, continuer à être amoureux l'un de l'autre, il faut pas qu'il se conduise comme un goujat et qu'il entre guillemets, qu'il se serve d'elle n'importe comment, c'est-à-dire qu'il la prenne pour un objet de plaisir uniquement. Il y a un moment, il faut rentrer dans la beauté, la subtilité et le sens des choses. Donc ces substances demandent d'être bien traitées. Donc effectivement, je suis pas pour le côté on va se défoncer entre potes, on va bien rigoler, etc. Ça, c'est vraiment donner du caviar à des cochons, si vous voulez. Je suis désolé, hein, là encore, je veux pas être moraliste, mais je suis obligé de le dire parce que ça me fait mal au cœur, si vous voulez, quand j'entends certaines choses par rapport aux psychédéliques où les gens apparemment ne perçoivent pas à la fois leur potentiel, leur utilité et le service qu'ils rendent à l'humanité. Donc voilà. Non, mais ça c'est bien. C'était bien de prendre ces précautions aussi d'usage. Alors, est-ce qu'on peut les citer là ? Vous passez en revue un certain nombre dans votre livre, mais c'est peut-être bien de les citer parce que évidemment, on a parlé du LSD en introduction, qui est le plus connu. On pense aussi à l'ecstasy, qui est connu plus médicalement sous le nom de MDMA. Est-ce que vous pouvez nous... Voilà. Oui, alors surtout, pour en parler, il faut dire qu'appartiennent aux psychédéliques, donc les fameux PDL, toutes les substances qui élargissent la conscience, parce que psychédélique, ça veut dire qui révèle la conscience, en fait, qui révèle l'âme, qui révèle notre conscience personnelle et qui la connecte à d'autres champs de conscience, soit des champs de conscience spécialisés, on peut appeler ça les esprits ou autre chose, soit la grande conscience d'origine, de base, parce que ça fait partie du modèle post-matérialiste dont on parlera peut-être plus tard, que tout est conscience au départ, et la matière est secondaire, à l'inverse du matérialisme qui dit que la matière crée la conscience, qu'ils n'ont jamais pu prouver, et ils diront jamais parce que, voilà, c'est une impossibilité. Mais on reverra ça. Mais toujours est-il que, voilà, ce sont des médicaments psychédéliques qui éclaircissent, qui ouvrent, élargissent la conscience. Donc c'est l'inverse des drogues. Alcool, tabac, héroïne, cocaïne, etc., morphine, amphétamine, qui rétrécissent la conscience. C'est à ça qu'on fait la différence. Ce qui fait que les produits qui rétrécissent la conscience, en plus, sont addictogènes, c'est-à-dire qu'ils créent un besoin de consommer et de reprendre, sinon il y aura un problème, il y aura un syndrome de sevrage ou d'autres troubles. Alors que les psychédéliques ne créent pas de dépendance. Vous pouvez en prendre 10 fois en 10 jours, puis arrêter le 11e. Enfin, non, il faut jamais en prendre 10 fois en 10 jours, ce serait épuisant. Ce que je veux dire, c'est pour donner l'exemple. Vous en prenez, et vous arrêteriez le 11 jours, ça vous ferait rien. Et vous ne seriez pas en manque. Ça, c'est très important. Au contraire, ils sont utilisés de manière très efficace par rapport aux autres médicaments et aux autres approches pour traiter les addictions. Et vraiment, les addictions aux drogues dont je vous parle, c'est-à-dire tabac, dépendance au tabac, donc alcool,
alcoolisme, Et drogue dépendance dure. à l'alcool, et drogue, enfin dure. En tout cas, c'est drogue conduisant à une dépendance comme les amphétamines, cocaïne, héroïne, etc. Et alors, on met pas en général, et moi je suis pour ne pas le mettre dedans, le cannabis. Le cannabis ne fait pas partie psychédélique. Hein. Et c'est important parce que sinon, il y a des parents qui auront tout à fait raison de me dire, bah, dis donc, vous faites l'apologie des psychédéliques, enfin, l'apologie, excuse-moi. Vous parlez avec, positivité des psychédéliques, mais alors, mon fils qui prend du cannabis, ça ne réussit pas. Bah, bien sûr, ça réussit pas. C'est pas la même catégorie. Donc, pourquoi c'est pas la même catégorie, d'ailleurs? Bah, parce que parfois, ça obscurcit la conscience, le cannabis. Oui. Ça ça ne l'élargit pas, ça ne l'illumine pas, et parfois il y a des connexions avec un moi qui devient poreux à des influences extérieures, parfois à des champs de conscience qui sont pas terribles. Enfin, c'est quelque chose, paradoxalement pour les chamans, c'est ange ou démon, hein, angel y demonio. Enfin, ange ou démon, c'est ce qu'ils disent du cannabis pour dire que même pour les chamans, alors qu'ils ont l'habitude de plantes très puissantes, comme l'ayahuasca, l'iboga, etc., la mescaline, eh ben, c'est pas évident à utiliser cette substance. Donc, c'est pas recommandé du tout, en tout cas pas pour les jeunes. On sait même qu'avant 26 ans, les voies de maturation cérébrale entre le système limbique, c'est-à-dire pour les émotions, la motivation, et le cortex préfrontal pour la décision, la planification de l'action, etc., sont pas mûres, et que le cannabis ralentit leur maturité. C'est pour ça qu'après, il y a un effet cool, gaz. Le type qui bouge plus, quoi, qui a plus qui a plus la motivation pour faire. Donc voilà, mais voilà, je tenais à le dire. Oui, c'est important. Alors donc les psychédéliques, voilà, est-ce qu'on peut les citer? Est-ce qu'elles viennent toujours de plantes? Alors pas toujours. La plupart, oui. C'est-à-dire, par exemple, même le LSD, hein, qui vient de l'ergot de seigle, d'un champignon, hein, qui est l'ergot du seigle. Le LSD vient de là. Après, il est synthétisé maintenant, hein, en réalité. Hein, il n'est pas cultivé comme ça. Mais ce qui est tout typiquement donc les plantes, bah, c'est l'ayahuasca, qui est une combinaison de deux plantes amazoniennes. L'iboga, qui vient du Tabernacle iboga, un petit arbuste au Gabon notamment. La mescaline, qui vient des cactus. La psilocybine, qui vient des champignons. Ça, c'est les principales. Il y a la sauge divinatoire aussi. Et puis, il y a SAC-MeO-DMT, c'est une forme de DMT qui vient d'un crapaud, mais bon, qui est quand même beaucoup moins utilisé, beaucoup moins connu, et qui est très 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 fort. Même moi qui suis habitué à pas mal de choses, là, je vais pas encore osé prendre ce truc-là, tellement c'est puissant et fort. Là, il y a vraiment un côté, je meurs, et après, je revis éventuellement. Non, mais c'est une sacrée épreuve. Et puis, ça sert à rien de se faire du mal quand il y a déjà des psychédéliques qui sont, largement suffisants. Mais attention, là encore, je ne préconise pas d'aller prendre en France, hein. Je vais peut-être leur dire plusieurs fois. Dans la vidéo, n'ayant pas envie d'avoir des ennuis. Et on le redira en conclusion, et c'est bien indiqué à plusieurs reprises dans votre ouvrage, donc en France, merci d'avoir eu le courage. Oui. Anne, merci d'avoir eu le courage de parler de ce sujet qui parfois reste encore un peu sulfureux ou tabou en France, de manière injustifiée, mais c'est comme ça. Quand on s'intéresse à la conscience, on se doit d'explorer tout ce qui est dans le champ exploratoire, et ça fait partie de ce nouveau champ de conscience qui s'ouvre, donc on l'explore, voilà. Merci. Alors, juste pour terminer sur la question des psychédéliques, alors il y a des psychédéliques effectivement synthétiques, comme par exemple la kétamine, qui a été synthétisée en 1962, ou la MDMA, ou plus connue sous le nom d'ecstasy. Donc ça, ce sont des psychédéliques connus aussi, et d'ailleurs qui font l'objet d'études de phase 3, donc juste avant la commercialisation. Et je vous signalerai pour les auditeurs que, par exemple, la kétamine pour les dépressions résistantes aux antidépresseurs, ou bien l'ecstasy ou MDMA pour les troubles post-traumatiques, la psilocybine pour les dépressions graves résistantes aux antidépresseurs, pareil, sont des indications qui risquent fort d'être effectives et prescriptibles sur ordonnance médicale d'ici 2 ou 3 ans aux États-Unis et en Angleterre, et en France d'ici X années, en sachant que quand même la kétamine sous forme S-kétamine, sous forme nasale, pulvérisateur nasal, est autorisé en France dans les cliniques et les hôpitaux, certains, pas tous, pour les dépressions résistantes. Donc il y a un commencement comment dirais-je, de mouvement favorable en France, mais bon, c'est pas étonnant parce que la kétamine n'avait jamais été mise totalement sur les substances illicites parce qu'elle est beaucoup utilisée en anesthésie-réanimation. Elle a l'avantage de permettre une anesthésie sans assistance cardio-respiratoire. D'accord. Donc c'est utilisé au départ sur les champs de bataille ou pour les personnes âgées ou les nourrissons pour permettre des anesthésies sans qu'ils soient obligés d'avoir quelque chose pour réanimer la personne, quoi. Alors justement, pourquoi aux États-Unis ça fait un retour en force, puisque vous le disiez aussi dans votre livre? Je crois qu'il y a une quinzaine d'hôpitaux là qui se sont mis sur une liste pour pouvoir maintenant tester ces substances, parce qu'on s'aperçoit parfois qu'il y a moins d'effets secondaires que finalement des traitements plus conventionnels,
contre les pathologies dont je parlais en introduction. On parlait de la dépression, l'anxiété, etc. Oui. C'est surtout pour ces usages-là que ça peut intéresser ces hôpitaux et la recherche, et pour cette troisième vague. Oui, alors il y a effectivement souvent moins d'effets secondaires parce que dans les programmes, les études cliniques, par exemple, si on prend l'exemple de la psilocybine donc des champignons pour les dépressions résistantes ou pour d'autres indications qui a déjà été testée, eh bien, en général, c'est 1 ou 2 prises, c'est tout. Mmh. Et bien sûr, c'est des séances longues qui sont accompagnées par des soignants spécialisés dans les états élargis de conscience. Et bien sûr, il peut y avoir parfois des petits passages un peu délicats, mais pas toujours, à négocier. Souvent, l'expérience est très extatique et lumineuse dans les comptes rendus des gens, mais il peut y avoir des moments d'anxiété. Mais bref, ce sont bien les seuls effets secondaires parce qu'après, les gens, au contraire, vont beaucoup mieux. Alors que si vous prenez un traitement habituel, conventionnel, par exemple un antidépresseur, ça va être tous les jours 1 ou plusieurs prises pendant X mois, ou voire années. Et là, il y a une liste d'effets secondaires qui est bien connue, si vous voulez. Donc effectivement, il y a moins d'effets secondaires avec ces médicaments. Alors simplement, pendant la prise, là, il faut être là, quoi. On va donner ça à un patient à prendre chez lui tranquille, parce que là, il pourra avoir une petite crise d'anxiété, vous voyez, parce qu'il connaît pas les effets, il pourrait être surpris. Mais quand c'est bien fait, oui, il y a globalement moins d'effets secondaires. D'ailleurs, c'est marrant, il y a eu des études épidémiologiques, vous voyez, plusieurs, dont une d'ailleurs qui date de ce mois-ci, que je viens d'apercevoir, qui disent que les gens qui ont pris des psychédéliques dans l'année précédente, dans une population générale, c'est sur des centaines de milliers de gens, parce que c'est aux États-Unis, sur la cohorte, il y a une enquête chaque année sur les prises de psychédéliques ou de drogues, d'autres substances, et donc ils font ça sur des grands échantillons. Eh bien, il y a des études qui montrent que ceux qui ont pris des psychédéliques dans l'année précédente ont moins de détresse psychologique et moins d'idées suicidaires que les gens qui n'en ont pas pris. Et l'étude nouvelle qui vient de sortir, c'est que les gens qui ont pris des psychédéliques dans l'année précédente ont moins de problèmes d'obésité, moins de troubles cardiaques et moins de problèmes cancéreux. Donc c'est quand même impressionnant. Et je vais encore vous dire quelque chose qui va encore plus vous impressionner, qui va complètement à l'encontre de ce qu'on dit habituellement sur le psychique. Eh bien, ce sont des pro-vie. Les psychiques, ça veut dire quoi, pro-vie? Ils ont des capacités démontrées. Je suis pas en train de vous inventer le fil à couper le beurre, ni la charlatanerie puissance 10. Ils sont anti-inflammatoires, ils ont des propriétés anti-inflammatoires, anti-cancéreuses, anti-neurodégénératifs. Ils favorisent la repousse des dendrites ou des axones neuronaux, des cellules du cerveau, et ils sont pro-immunitaires. Donc tout ça, dans beaucoup de psychédéliques, ont été montrés en recherche expérimentale sur des animaux, sur l'humain, etc., qu'ils avaient ces capacités-là. Donc ils sont pas du tout ce qu'on pourrait croire, des sortes de drogues qui vont détruire le corps et le cerveau et faire de vous une épave qui aura l'air d'avoir 90 ans au moment où il n'en avait que 20, quoi, si vous voulez. Oui, parce que là, on est vraiment dans un usage qui est encadré, avec effectivement... Ah ben non, justement, alors dans les études épidémiologiques, excusez-moi, oui. Je vous coupe, excusez-moi les auditeurs, si vous trouvez que je coupe trop souvent Anne, vous me le dites. Mais moi, je ne trouve pas, donc ça me va très bien. Non, c'est simplement que là, quand je vous parle d'études épidémiologiques, c'est-à-dire c'est des gens qui ont pris des psychiques de façon non contrôlée. Je parle pas d'études pilotes. Ah d'accord. Donc même dans des même dans des conditions où les gens les prennent pas, on ne sait pas d'ailleurs s'ils les prennent accompagnés avec un guide qui est sobre et qui a l'expérience ou pas. Enfin, dans une population qui déclare avoir consommé des psychédéliques dans l'année précédente, voilà, il y a un effet que les épidémiologistes n'arrivent pas à s'expliquer parce qu'il est contre-intuitif. Mais en fait, il n'est pas contre-intuitif. En fait, on nous a bourré le crâne, on nous a conditionnés pour en voir des produits très dangereux. Donc, ce qu'on appelle être contre-intuitif, c'est qu'on est contre-conditionné quand on voit ça. Et c'est des épidémiologistes qui disent ça. Allez-y. Parce que quel serait du coup le phénomène qui permettrait de favoriser le terrain et le système immunitaire? Parce que quand on dit anticancéreux, booste l'immunité, meilleure immunité, etc., on a le sentiment que globalement, le terrain, il y a une bonne homéostasie finalement qui semble presque meilleure chez ces gens-là que chez les autres. Oui, alors ça vient du fait que ce sont des médicaments, et ça c'est une partie importante qu'il faut dire maintenant pour expliquer un peu le mécanisme curatif. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des médicaments qui augmentent la connexion de la petite conscience individuelle avec d'autres champs de conscience, donc d'autres champs de vie, VIE, acronyme qui veut dire vibration, information, énergie, parce que la conscience avec un grand C majuscule, le champ de conscience primitif dont tout est issu, si on prend le modèle post-matérialiste ou idéaliste moniste, on va dire, c'est un peu des barbaries ce que je vais vous dire, mais en tout cas c'est une branche de la science, de la conscience, qui montre que vraiment la conscience est première et elle se condense, elle se fixe sous forme de matière
mais c'est elle qui dirige les mouvements d'énergie d'information qui conduisent à cette formation de matière sous différentes formes. Voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la conscience est curative. Elle est porteuse de négantropie, c'est-à-dire ordre, information et harmonie. Elle est donc porteuse, quand on s'y connecte, de guérison, de redistribution des données, de reformation des champs morphiques, etc. C'est-à-dire que comme ces médicaments connectent à des champs de conscience, c'est pas étonnant du tout que ça favorise la biologie et que ça favorise aussi un fonctionnement plus sain du psychisme qui est connecté à d'autres informations qui dépassent sa petite névrose qui l'obscurcissait et l'aveuglait et qui lui permettent de faire des prises de conscience et de vivre autrement des traumatismes qu'il avait engrammés en lui et qui peuvent être relâchés avec un surcroît d'informations, donc retraités en même temps et guéris. Donc vous voyez, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le modèle matérialiste, le cerveau crée la conscience. Or, il y a plein d'expériences, notamment les expériences périmortelles, les expériences de mort imminente, entre autres, mais plein d'autres choses aussi. Oui, qui montrent que non, la conscience n'est pas localisée. Voilà, que quand le cerveau s'arrête, la conscience elle est encore plus forte. Donc on va dire plutôt, c'est ce qui est l'hypothèse maintenant la plus vraisemblable, c'est que le cerveau est un filtre pour la conscience. Un filtre, il filtre les informations qu'il lui transmet et il filtre ensuite les données que la conscience lui envoie pour le retranscrire aux organes. Enfin, c'est-à-dire c'est un intermédiaire, le cerveau, en quelque sorte. C'est pas lui le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est la conscience. On va dire que quand vous écoutez de la musique, l'orchestre n'est pas dans la radio. Vous pouvez démonter la radio, vous trouvez pas l'orchestre. L'orchestre est dans les ondes, dans les programmes. Mais la conscience, elle n'est pas dans le cerveau. Par contre, elle se sert du cerveau pour interagir avec la réalité 3D, notre réalité quotidienne. Et le cerveau contient ou consiste en une valve de réduction, comme dirait Aldous Huxley, ou un filtre qui permet de filtrer ce qui va donner la conscience. Parce que si on était bombardé en permanence de toutes les informations d'une conscience totalement ouverte, on ne saurait plus quoi faire. Donc il faut sélectionner. Et donc c'est ça qui se passe là, c'est que la valve de filtrage s'amenuise. Voilà, tout à fait. Donc les psychédéliques, en fait, en agissant sur certains récepteurs, agissent sur certaines structures cérébrales qui soutiennent ce rôle de filtre, de valve de réduction. Donc en inhibant cette valve de réduction, ils libèrent la connexion de la conscience individuelle avec d'autres champs de conscience qui apportent leur énergie, leur information, leur vibration, etc. Et c'est ça qui amène des phénomènes positifs majeurs, psychiques et physiques. Ce qui est fou, c'est qu'on voit bien mécaniquement comment ça peut se passer, mais que moi, je ne vois pas comment ça se passe. C'est-à-dire que le fait que cette valve de filtrage qui soit quelque chose de mécanique, finalement, ouvre à quelque chose qui est immatériel, il y a quelque chose qui m'échappe à ce moment-là. C'est comme si, vous savez, à une époque, Canal+, il y avait un brouilleur. Les gens, il fallait qu'ils payent quelque chose pour enlever le brouilleur, sinon ils ne voyaient pas les programmes. On va dire que ces champs de conscience, ils sont en permanence autour de nous, mais on ne peut pas s'y connecter parce qu'il y a un brouilleur qui est le cerveau, c'est les contraintes organiques du cerveau. Il fait circuler dans ces circuits cérébraux de l'information de façon récurrente, de façon autocentrée, de façon préoccupante, etc. Donc il coupe la petite conscience individuelle de la grande conscience. C'est un peu comme dans la journée où on voit pas les étoiles dans le ciel, alors qu'elles y sont toujours, parce que le soleil qui est présent vous empêche de les voir. Mais dès que le soleil se couche, on les voit. Elles étaient toujours là. Ces champs de conscience sont en permanence autour de nous, mais on peut pas s'y raccorder et utiliser leur information tant qu'il y a des fonctionnements obsessionnels, autocentrés, de la petite conscience individuelle qui est prise dans le captivé, hypnotisée par les circuits cérébraux, si vous voulez, par le fonctionnement. Donc en fait, comment dire, c'est comme si vous aviez un siphon dans une baignoire, ça attire l'eau, ça fait une sorte de tourbillon. Oui. Et le siphon, ça serait le corps physique. Il attire la conscience vers lui et il l'empêche d'aller circuler dans les anneaux plus larges du tourbillon, puis de sortir du tourbillon et aller dans la grande mer de la conscience, si vous voulez, dans la grande surface plate, étale de la conscience. Donc il y a un peu de ça. Les psychédéliques désenclenchent ça, arrête l'aspirateur de conscience et donc hop, elle peut se concentrer, elle peut recevoir des informations autres qui participent à la guérison. Parce que si vous voulez, les matérialistes souvent disent non, comme les psychédéliques stimulent certaines zones cérébrales, alors c'est la stimulation de cette zone qui va créer un afflux une conscience autre. C'est-à-dire comme si des petits neurones avec leurs bras musclés qui n'avaient jamais engrammé autre chose que leur expérience de neurones, et certainement pas des phénomènes aussi magnifiques, harmonieux, beaux, intelligents et pleins d'amour que sont les expériences spirituelles sous psychédéliques, c'est comme s'ils étaient capables, parce qu'on les stimule, de créer ça. C'est comme si vous disiez, si on rend une voiture plus puissante,
alors elle va être capable de se diriger elle-même, et même elle va devenir consciente comme un conducteur, et elle sera capable d'apprécier le paysage et tout. Non, si on rend une voiture puissante, elle va aller plus vite, mais c'est tout. Mm. Elle va pas changer de nature, elle va pas devenir consciente en elle-même. Eh ben, les matérialistes, ils croient qu'en rendant plus puissant, entre guillemets, le cerveau, en l'excitant certaines données, certaines zones, et puis en inhibant d'autres, que ça va créer des phénomènes de conscience aussi importants qui soignent. Parce que les études montrent que c'est pas l'effet biologique qui soigne. Alors l'effet biologique participe, c'est la première étape qui permet de connecter à des champs de conscience qui, eux, soignent. Mais les études montrent que c'est pas le côté uniquement biologique, c'est l'expérience qu'on vit qui est thérapeutique. C'est-à-dire que dans les études cliniques, quand on traite les gens pour des pathologies cliniques connues, genre la dépression avec la psilocybine, entre autres, mais c'est valable pour tous les psychédéliques, eh bien, ce qui va faire que la personne aura un meilleur résultat clinique, c'est-à-dire des notes de dépression qui vont chuter, et sur de manière durable, eh ben, c'est s'il y a eu ou pas d'expérience spirituelle. Oui, quand il y en a eu, parce qu'elle fait les résultats c'est ce que sont vous dites. durables et intenses. Elle fait c'est ça, elle fait ce que vous dites dans votre livre, elle fait le voyage, là, c'est la quête du héros, donc elle fait l'expérience du soi, alors que dans le cas d'un médicament, elle prend simplement la pilule et quelque part, elle délocalise hors sol à l'extérieur d'elle-même l'expérience de la rencontre avec soi, qui est celle-là qui est guérisseuse finalement, guérissante. Tout à fait. C'est ça ? Oui, oui. Est-ce que ça pose cette question, justement, tout ce débat, c'est est-ce qu'on est connecté à du réel à ce moment-là, hein ? C'est aussi cette question qui est posée dans le livre, enfin, ou que posent d'autres personnes, qui est à quoi est-on connecté à ce moment-là ? Alors, très bonne question. Il n'y a pas un réel. Il y a de nombreux réels. On pourrait écrire une équation qui est VR égale F de EC. Alors, je vais vous dire ce que c'est. VR, c'est vision de la réalité. Oui. Égale F de, c'est-à-dire fonction de, EC, état de conscience. La vision de la réalité est fonction de l'état de conscience dans lequel on est. Et en fonction des états de conscience, on va percevoir différents types de réalités qui sont tout aussi réelles que les autres. Et plus on élargit la conscience, plus il y a la fameuse vibration, information, énergie, c'est-à-dire, ça c'est toutes les techniques qui élargissent la conscience, dont les psychédéliques, et bien plus on va percevoir un niveau supérieur de réalité qui englobe celui du bas, moins en état moins élargi, mais qui ramène à d'autres informations qu'on voyait pas quand on était dans un niveau plus bas. Et si on augmente encore le niveau de vie, vibration, information, énergie, en augmentant la dose, par exemple, de psychédélique, c'est un exemple, et ben on va encore dans d'autres domaines, jusqu'à le domaine de la dissolution du moi, de la fusion au grand tout, à la grande conscience. Voilà, la fusion avec le cœur de l'univers, Dieu 2.0, la conscience avec un C majuscule, l'amour, les trois qualités de la conscience qui sont amour, paix et joie. Oui, la substance infinie, comme disait aussi Spinoza. Tout à fait, exactement, très très très, très juste. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut comparer ça à une forme de super rêve ? Est-ce que c'est des mécanismes qui pourraient... Est-ce qu'il y a des recherches sur les parallèles ? Je sais qu'il y en a avec les EMI, mais je me suis posé la question du rêve, d'une part, et puis d'autres états modifiés de conscience qu'on peut atteindre quand on va dans des monastères. On peut voir que certains prêtres, certaines moniales peuvent atteindre des états de transe comme ça pour justement diminuer cette valve de filtrage, on peut imaginer, ou dans d'autres expériences de transe chamaniques diverses et variées sans substance. Alors, plus on est dans un état rétréci de conscience, plus on est dans un rêve. Ce qui revient à dire que on est dans un rêve, nous. Oui. Parce que l'état de conscience ordinaire est un état très rétréci de conscience, déjà. Intéressant, oui, bien sûr. Donc, dans beaucoup de spiritualité, d'ailleurs, on dit que l'état soi-disant éveillé le quotidien, c'est un rêve, un cauchemar parfois d'ailleurs. Et qu'on se réveille grâce aux pratiques spirituelles, qu'on élargit la conscience, on se réveille. Et d'ailleurs, les gens qui vivent des états élargis de conscience, il y a ce qu'on appelle le caractère noétique, N-O-E-T-I-Q-E, qui veut dire que pour eux, c'est plus vrai que la réalité ordinaire. Il dit, c'est là que c'est la réalité. Notre réalité, entre guillemets, quotidienne, c'est un rêve, c'est une sous-réalité sous-lumineuse. Là, c'est plus vrai ce qu'on perçoit dans cette réalité en état élargi que ce qu'on perçoit d'habitude. Vous voyez? Oui, là, on pense à Teilhard de Chardin avec cette notion de nosphère, qu'il n'a pas inventée, mais qui est vraiment cette connexion à ce grand champ de conscience. Quand vous dites ça, vous pensez à ça, évidemment, aussi. Ah, par exemple, mais c'est valable dans toutes les traditions, ça, de considérer notre état actuel, là, comme centré autour de l'ego et de ses préoccupations, de ses tourments, de ses peurs, de sa mortalité, enfin qui se croit mortel d'ailleurs, mais la conscience ne l'est pas. Alors que quand on est élargi de conscience,
on est beaucoup plus proche de notre essence réelle et de l'essence réelle des choses. On est plus proche de ce que, puisque vous citiez la philosophie, du noumen, comme dirait Kant. Hein, et oui, tout à fait de la substance, comme dirait Spinoza, oui. Et donc, par rapport à d'autres états de transe, est-ce qu'on peut arriver aux mêmes états de conscience modifiés par d'autres pratiques? C'était ça aussi ma question. Oui, totalement. Alors, ce qui est intéressant, j'ai écrit un livre qui est en train d'être juste mis en page par l'éditeur. Ça sera chez Leduc. Ça paraîtra en septembre-octobre 2021, qui s'appelle l'éveil psychédélique. C'est encore un outil. Après la médecine psychédélique, après la révolution psychédélique, il y a l'éveil psychédélique. Ça s'appellera la conscience entre science et spiritualité. Parce que dans ce livre, je fais un modèle général des différents cercles progressifs d'élargissement de la conscience, chacun étant bien identifié. On peut le retrouver dans toutes les pratiques d'élargissement de la conscience, les psychédéliques, la méditation, le yoga, ce que vous voulez. On passe tous par les mêmes états. Il y a 6 cercles concentriques qui aboutissent effectivement à la dissolution dans la grande conscience. Et ils sont valables, ça, dans toutes les branches de spirituelles. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, je vais vous expliquer une chose, toutes conduisent au même endroit. C'est le tronc final commun. C'est ce qu'on appelle la philosophie pérenne quand on est dans la connaissance, la gnose. Puis c'est aussi l'expérience de Dieu en nous, être Dieu et Dieu en soi, dans les états mystiques. Et il y a plusieurs branches qui amènent, par exemple, la religion a une sous-branche qui s'appelle la spiritualité ou la gnose qui peut conduire à ça. La science, la physique a une sous-branche qui s'appelle la physique quantique qui peut donner des modèles permettant de comprendre ça. Les états élargis de la conscience, donc la petite conscience peut s'élargir et elle conduit à ça. Donc le chamanisme, les psychédéliques, etc. Enfin tout ce qui élargit la conscience. Et puis aussi, on a la philosophie qui a une branche qui s'appelle la métaphysique, qui elle peut aussi conduire à cette compréhension et à cette conscience et parfois même à des pratiques, parce que parfois les philosophes pratiquent aussi. Donc il y a une sorte d'entonnoir qui conduit à ce Dieu 2.0, à la conscience avec un grand C, à travers des états de plus en plus élargis de conscience que toutes les pratiques peuvent amener. Et simplement, pourquoi alors je parle des psychédéliques? Parce que les psychédéliques, et attention, je pèse mes mots, et ils sont à prendre avec précaution, comme le type qui conduit une voiture sans permis et sans connaître le code de la route. Oui. Donc voilà, je ne vais pas redire l'image, mais ce sont les moyens, les psychédéliques quand même les plus faciles, les plus rapides et les plus souvent efficaces pour fournir une expérience spirituelle majeure. Et là, je parle pas de thérapie, je parle de développement spirituel auquel on a droit normalement. Alors, rapide, facile, etc. Oui, quand c'est bien fait, effectivement. Quand c'est fait en présence d'un guide qui connaît très bien le processus, qui a déjà vécu des énergies de conscience lui-même, etc., qui sait travailler sur le corps, l'énergie, machin, qui connaît bien les mythes, les métaphores, les symboles, parce qu'on va rencontrer dans le voyage, dans de ce qu'on appelle le niveau transpersonnel, qui est le niveau 2' de mon schéma, donc en 6 couches. Bref, je ne vais pas vous dire ça, mais voilà. Mais oui, c'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde peuvent assez rapidement savoir ce qu'il y a au-delà de la petite conscience du petit moi, obnubilé par son état rétréci de conscience, et peut assez vite du coup décider de changer sa vie en fonction de ce qu'il a vu et de ce qu'il a compris. Et il y a beaucoup de gens dans les monastères zen aux États-Unis, dans les années 70, qui étaient là parce que dans les années 50-60, ils avaient fait une expérience psychédélique et s'étaient dit, bon, je veux pas faire sans arrêt des expériences psychédéliques, mais en tout cas, ça m'a montré quelque chose qui, tel le phare dans la brume, me guide parce que je sais qu'au loin, il y a quelque chose de vraiment bon, de vraiment juste, de vraiment vrai. Et donc, si vous voulez, souvent les psychédéliques peuvent être inducteurs d'une vie spirituelle qui ensuite peut se passer des psychédéliques. Il ne s'agit pas de toujours rester. Alors, on peut. Les chamans, c'est ce qu'ils font quelque part. Alors pour eux, c'est pas les psychédéliques, c'est des plantes des plantes de savoir. Oui. L'ayahuasca, les cactus, les bogas, ils s'en servent pour grandir aussi au niveau en tant que médecin, en tant que sage aussi, etc. Oui, que homme ou femme médecine, oui. Voilà, tout à fait. Mais donc c'est vraiment, ça popularise, ça démocratise la spiritualité quelque part. Il n'y a pas besoin d'aller faire 10 ans dans un ashram au pied de l'Himalaya pour avoir une expérience spirituelle. Alors après, il faut pas tomber dans l'ego spirituel, c'est-à-dire j'ai eu cette expérience, maintenant je veux révéler au monde la grandeur qui m'habite et je peux être le nouveau prophète d'un nouvel âge et les autres n'ont rien compris et je dois faire le prosélyte. C'est souvent ça, quand on a vécu sans préparation, en tout cas avec encore des petites failles narcissiques, qui fait qu'on se sent pas sûr de soi et tout, une expérience merveilleuse, tout d'un coup il y a des gens, ils se prennent pour Jésus-Christ. Non mais c'est rare, je vous rassure. Mais ça peut arriver. Mais c'est pour dire que
Voilà, il faut que ça soit suivi, il faut que ça soit intégré, il faut que les gens soient suffisamment matures, ou en tout cas il y a des gens matures qui les initient. Or, il n'y a pas ça dans notre civilisation, puisqu'on a oublié que l'importance des états élargis de conscience dans notre civilisation occidentale moderne. Au contraire, on les a ostracisés, on a pris ça pour des altérations de la conscience, on a pris ça pour des signes de la folie, en tout cas quelque chose de Oui. profondément déstabilisant pour l'establishment, alors que ces états élargis de conscience soignent, mais on a oublié. On a a jeté oublié ça et avec... on méconnaît. Donc il y a beaucoup de fake news que vous rétablissez aussi dans le livre. Hein. Il y Voilà, a beaucoup de tout à méconnaissances fait. en fait où on mélange un peu tout, on mélange les substances, on mélange les effets. Les cas qui ont été effectivement mortels, on les diabolise, mais on n'est pas allé fouiller derrière de voir pourquoi effectivement, qu'est-ce qui était arrivé exactement à ces gens-là. Est-ce qu'ils avaient pris d'autres substances? On s'aperçoit que souvent c'est le cas. Oui, parce que si Voilà. vous voulez, ces substances ne peuvent pas tuer. Ne sont pas toxiques. On pourrait prendre 100 fois. Il y a des gens, je crois, qu'ils ont pris 1000 fois ou 10 000 fois de LSD. Ils ont simplement été très bizarres, mais ils n'ont pas été morts. L'ayahuasca, la dose mortelle, ce serait, je crois que c'est entre 1,5 litre ou 3,5 litres, je sais plus. Enfin, gros. En fait, quand vous en buvez une demi-tasse à café, c'est déjà très fort. Donc, en boire 1,5 litre, c'est impossible, quoi. Mm. Je veux dire que sur des substances, alors il y a qu'une seule substance dont il faut se méfier, entre guillemets. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'utiliser, mais ça veut dire qu'il faut l'utiliser C'est à bon l'iboga? escient. Non, même Même pas. pas? Non, parce que l'iboga, oui, ce serait si vous avez pris de l'héroïne en même temps. Mhm. Parce que là, c'est là qu'il y a un très grand risque. Or, ils sont utilisés pour soigner les toxicomanes héroïne. Et en France, ce qui s'était passé, ce qui avait donné lieu à l'interdiction de l'iboga, c'est qu'un toxicomane avait pris de l'héroïne avant de prendre l'iboga. Donc c'est jamais, jamais, jamais ça. Vous voyez, c'est comme si vous preniez de l'essence avant d'allumer une allumette. C'est pas bon, ça va cramer. On voit bien l'image, Donc oui. voilà, si vous voulez, mais c'est tout. C'était parce qu'il y avait une malpratique, mais normalement, c'est utilisé de manière très efficace, même dans des cliniques à l'ibogaïne, c'est tiré de l'iboga au Canada ou en Hollande, etc., où c'est très efficace, c'est très très efficace. C'est bon, faut surtout pas faire un mauvais mélange, c'est évident. Mm. Donc, si vous voulez, non, c'est le seul où il y a un petit danger si on ne sait pas bien le prendre, c'est l'ecstasy, c'est-à-dire l'MDMA. C'est vrai que si vous en prenez trop et que vous buvez de l'alcool qui déshydrate et que vous dansez comme un fou sans prendre d'eau, eh ben, il peut y avoir une hyperthermie qui, dans de très rares cas, est mortelle. Mhm. Mais c'est comme les vaccins Covid en ce moment. Vous savez, quand on dit AstraZeneca, on va le prendre parce qu'il y a beaucoup plus de bénéfices que de risques. C'est vrai pour l'ecstasy, il y a beaucoup plus de bénéfices que de risques. Mais il faut éviter, bien sûr. C'est-à-dire que chaque année, je crois que c'est 10 millions de prises ou peut-être 100 millions. Je sais plus, mais bon, peu importe. Oui, c'est un grand de prises d'ecstasy qui se font en Grande-Bretagne, alors qu'il y a 1 ou 2 morts, quoi. Donc ça, il y en aura peut-être autant que dans la population générale qui n'aurait Mhm. pas pris d'ecstasy, si vous voulez. Donc oui, s'il y a une substance que vous prendre vraiment une précaution, c'est de bien s'hydrater, de pas se déshydrater. C'est l'ecstasy, la MDMA. Et puis Mais ça, de surtout, toute façon, les jeunes ne savent pas forcément si c'est toujours de l'ecstasy ou pas. C'est ce que vous dites aussi. c'est ça le Hein. problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ils ne connaissent pas la dose non plus, Oui. parce que tout ça, c'est dose dépendant. Si vous prenez 3 fois la dose habituelle qui est prise pour le soin, ben vous allez avoir effectivement des effets secondaires, ça c'est clair. Mais prenez n'importe quel médicament à 3 fois la dose, vous allez avoir des effets secondaires. Vous prenez un antidépresseur 3 fois la dose habituelle, vous allez avoir un problème. Or, il n'y a pas d'éducation qui est faite pour les jeunes. Pourquoi? Parce que pas de prévention primaire qui est faite. Pourquoi? Parce que comme c'est interdit et illégal, ben on n'est pas censé faire de la prévention et de l'information, vous voyez? Alors qu'on le Ça fait pour pourrait être l'alcool. vécu. Alors qu'on le fait pour l'alcool. Eh ben voilà, alors que ça pourrait être vraiment bénéfique. D'ailleurs, dans les festivals techno où il y a l'ecstasy, dans des pays ou d'autres psychédéliques, hein, dans des pays où c'est autorisé, il y a des tentes avec notamment aux États-Unis, à certains festivals, il y a des tentes où il y a des gens habitués à suivre les crises psychédéliques, qui sont là, puis qui informent les jeunes, puis qui les prennent en charge pour leur permettre de respirer, de sortir d'un mauvais passe. Mais il n'y en a pas forcément en France des choses comme ça, des structures d'aide comme ça. Mm. Alors, ce serait intéressant que vous parliez un peu du LSD parce que le LSD, il y a des expériences qui ne datent pas d'aujourd'hui. Il y avait évidemment Stan Grof qui a été pionnier. Et du coup, on a c'est très documenté hein, sur qu'est-ce que ça peut soigner le LSD et comment est-ce qu'on peut voyager avec le LSD, que ce soit d'un point de vue thérapeutique ou au niveau de la conscience. Alors le LSD, c'était comme entre guillemets la substance phare des années 50-60, parce que maintenant, la substance phare, c'est plutôt ce que je vous ai cité, c'est-à-dire champignons, psilocybine, kétamine et MDMA. D'accord. Déjà, pourquoi? Parce que le LSD a mauvaise presse du fait qu'il a été associé à la crise, l'ostracisation dans les années 50-60. Donc c'est un peu un nom de marque qui était souillé, quoi, on va dire, qui n'est plus utilisable tellement. Mm. Alors les chercheurs font encore de la recherche, hein, notamment pour montrer les effets physiologiques, les effets sur le cerveau, l'innocuité physiologique, etc. Mais bref, maintenant, ce qui est surtout utilisé
Donc, comme je vous disais, c'est le champignon, la kétamine, l'ecstasy. Alors, le LSD, il est capable, dans les années 50-60, par exemple, il était montré extrêmement intéressant pour traiter l'alcoolisme grave, les toxicomanies à l'héroïne, pour traiter les anxiétés, les détresses anxio-dépressives de fin de vie, pour traiter des algies, des douleurs, notamment les algies vasculaires de la face, qui sont des douleurs suicidogènes tellement elles sont fortes, et qui résistent à beaucoup de traitements, mais qui réagissent très bien aux champignons, à la psilocybine et au LSD. Et d'ailleurs, il y a des groupes de citoyens qui avaient fait pression à l'époque sur le ministère pour qu'ils aient le droit d'utiliser ça, parce que sinon vraiment c'était non-assistance à personne en danger, de les priver d'un médicament qui marchait pour des douleurs incroyables. C'est le genre de douleur, c'est comme si on vous mettait un mégot, donc non pas un mégot, une cigarette dans l'œil, quoi. Vous voyez, oui. Vous voyez le type de douleur, quoi, une douleur allumée dans l'œil, quoi. Donc alors il y a ça, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme indication? Il a été utilisé aussi pour les troubles obsessionnels compulsifs, pour les dépressions. Donc à l'époque, quand il y a eu des études, aux États-Unis surtout, il était très très populaire, il était très reconnu comme potentiellement un médicament nouveau qui allait révolutionner la prise en charge des patients. Après, voilà, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain, et c'était interdit même pour les thérapeutes parce qu'il y avait trop de gens qui le prenaient librement dans la rue, effectivement. N'importe comment. Alors oui, quelles sont du coup les voies d'espérance sur celles qui, notamment aux États-Unis, puisque ça a l'air de s'ouvrir, quelles seraient les substances les plus utilisées pour traiter quoi? Quel type de pathologie? Alors juste pour vous dire une chose, en finissant sur les idées, si vous permettez, Anne, c'est que une des raisons aussi pour lesquelles il n'est pas moins utilisé en recherche, c'est qu'il dure plus longtemps. Les effets sont de 10 à 12 heures, alors qu'avec la psilocybine, c'est de 4 à 6 heures, avec l'ecstasy, 2-4 heures, etc. D'accord. Donc c'est quand même plus long, donc il faut un suivi plus long, si vous voulez. Donc comme ils sont à la recherche de choses d'optimisation dans les hôpitaux, d'optimisation du personnel des hôpitaux, ils préfèrent qu'il n'y ait pas un temps d'accompagnement grand, mais il est encore très utilisé en underground par les gens pour le développement spirituel, parce que c'est un psychédélique qui est, comment dirais-je, multi-chakra, qui est multi-niveau. Il travaille sur les différents niveaux spirituels, on va dire. Donc il est très intéressant pour ça. Alors après, maintenant, la nouvelle question que vous m'avez posée, excusez-moi si vous pouvez me la reposer. Oui, simplement pour finir sur l'aspect thérapeutique, quels sont ceux qui préfigurent vraiment de nouvelles médecines d'avenir, et pour traiter quel type de pathologie principalement? Vraiment celles sur lesquelles il y a beaucoup de recherches et on a beaucoup d'espoir qu'elles pourraient peut-être remplacer dans 10, 15, 20 ans. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est même plus rapide que ça. Dans les 2-3 ans, il va y avoir sur ordonnance les 3 produits au hit parade, c'est kétamine, ecstasy et champignons à psilocybine, qui sont là très bien étudiés. Et je voulais dire autre chose parce que dans votre question, il y avait au départ. Oui, pour traiter quel type de pathologie? Voilà, pour les dépressions chroniques résistantes aux antidépresseurs, les troubles post-traumatiques, les toxicomanies diverses et variées, et aussi une indication très intéressante. Ce sont pour les thérapies de couple. Ah oui. Ah oui, il y a certaines substances, notamment la MDMA ecstasy, qui peut être très très fructueuse et vraiment révéler à chacun l'amour qu'il a pour l'autre, permettre de voir l'autre dans son essence, de le voir différent, permettre de parler enfin des problèmes de fond sans avoir peur. C'est un empathogène, c'est-à-dire que ça permet d'être empathique avec l'autre, et entactogène, c'est-à-dire que ça nous met en contact de nos émotions profondes. Et on peut donc mieux en parler et avec moins de peur, et donc ça permet de la résolution de conflits, mais la résolution de conflits larvés dans le couple. Donc c'est une très belle... C'est l'imago façon psychédélique, quoi. Voilà, tout à fait. En sachant que pour la sexualité dans un couple, mais je parle de la sexualité sacrée, la sexualité énergétique, la sexualité tantrique, yogique, les psychédéliques, par exemple le LSD, entre autres, sont aussi très très intéressants et très utiles. Mais alors bon, pas en France, hein, on a bien compris. C'est bien, ça revient comme un mantra, c'est pas mal. Oui, je suis obligé. C'est ça. Alors, tout à l'heure, quand même, quand on a parlé de la conscience, pour revenir un peu sur ce sujet-là, qui est l'autre usage plus spirituel, déploiement de la conscience, etc., vous disiez qu'on peut avoir cette expérience spirituelle plus rapide. En même temps, parfois, on a le sentiment que c'est le chemin qui est aussi intéressant, et que parfois, le chemin d'humain, il se fait dans la durée, parce que, quand vous le disiez, certaines personnes ne sont pas prêtes. Oui, alors l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller en Allemagne en avion, et puis on peut y aller à pied en suivant le Rhin, etc. Et les deux seront bien. Quand vous prenez l'avion, l'avantage c'est que vous êtes tout de suite à destination, vous avez eu le temps de faire autre chose, et l'expérience est puissante, elle décoiffe, elle est complètement
Alors qu'effectivement, si vous allez à pied, vous avez le temps d'apprécier le paysage, vous avez le temps de méditer, vous avez le temps de plein d'autres choses. Mais c'est deux voies complémentaires. C'est-à-dire que parfois, il faut aller en avion en Allemagne pour dire ah bon oui ça vaut le coup, j'y retournerai plus tard et j'irai à pied cette fois-ci pour apprécier le chemin. Donc j'irai sans psychédélique. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Souvent les gens qui ont une spiritualité particulière, ça peut être le yoga ou la méditation, emploient aussi parfois comme ça, comme un ajout, un boost, enfin entre guillemets, j'aime pas bien ce mot-là, ça fait drogué Oui. anglais, mais un booster, on va dire, quelque chose qui stimule, qui amplifie leur progrès spirituel. Donc il faut pas voir ça comme ou. Exclusif, il faut voir ça comme inclusif. Il n'y a pas quelque chose qui est un peu illusoire parce que c'est vrai qu'aller à Berlin à pied ou en avion, si j'arrive à Berlin, est-ce que j'aurais pas, j'imagine, le même choc que là si j'ai une ouverture spirituelle de conscience très rapide, si j'y ne suis pas un peu plus préparée quand même, hein. C'est vrai que le parallèle est quand même un peu radical. Oui, bien sûr, c'est imagé. Ouais, c'est imagé forcément, mais quelque part, est-ce qu'il faut quand même être prêt, ou des personnes qui ne le seraient pas finalement pourraient faire cette expérience comme ça? Bien sûr. Il faut une préparation à la fois émotionnelle, avoir quand même libéré sa conscience ou sa psyché de certains gros traumatismes, de certains grands conflits émotionnels, de certaines émotions qu'on aurait peur d'affronter et qui vont survenir, et que les psychiques vont avoir l'habitude de travailler avec ces émotions quand même. Il faut aussi avoir l'habitude de l'énergétique du corps. Ça peut être en ayant fait du qigong, du yoga ou autre chose, parce qu'il y a des gros mouvements énergétiques qui se produisent avec ces substances. C'est bien aussi d'avoir l'expérience d'état élargi de conscience sans substance, pour naviguer un peu dans ces zones, comme vous dites, où il peut se passer des phénomènes étranges parfois. C'est bien, qu'est-ce qui est bien encore, enfin voilà, tout ça pour vous dire, donc il faut un certain type de préparation pour bien profiter de ces choses-là. Sinon, on décolle pas vraiment. Sinon, c'est un peu comme quelqu'un qui aurait trop peur, il se crispe et la substance, elle essaie de le faire s'élever, mais lui il se crispe, et plus il se crispe, plus c'est désagréable, plus l'énergie de la substance paraît trop forte, trop dimensionnée pour la personne. C'est un peu comme si vous mettiez un appareil qui est fait pour fonctionner sur de 120 volts sur du 1000 volts, quoi. Il va griller, quoi. C'est-à-dire que... Oui, puis là, on a la vision du bad trip. Quand vous dites ça, c'est le mauvais film, quoi. L'expérience désagréable. Parce que vous êtes pas prêt pour supporter le surplus d'énergie, de vibration, d'information qui arrive. Ça peut vous faire peur, ça peut être désagréable, comme vous n'êtes pas prêt à ça. Mais, bien souvent, malgré tout ça, il y a beaucoup de gens qui en prennent dans des conditions pas terribles et ça se passe plutôt bien. Donc, pour vous dire que quand c'est bien fait, bien préparé, il n'y a pas de catastrophe. Vous voyez, la seule chose qui puisse arriver, c'est que vous n'ayez pas détecté que la personne avait une structure psychotique. Oui. Soit qu'elle a un passé familial de psychose, soit qu'elle a elle-même des comportements, une manière d'être, et ça se sent quand on est psy, hein, bien sûr, ça, qui peut présumer qu'elle est limite psychotique, et ça, faut jamais donner de psychédélique. Hein. Oui, d'accord. Jamais. Les chamans, s'ils veulent s'amuser à le faire dans des pays où la communauté est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où la folie n'est pas connotée négativement, où il y a toujours quelqu'un pour aider la personne à reprendre ses esprits ou à communiquer avec ses esprits, si on veut. Mais en France, dans des sociétés comme les nôtres, où il n'y a pas d'initiation aux états modifiés de conscience, où ils sont considérés avec suspicion, non. Jamais à des psychotiques ou à des gens qui ont des passés psychotiques ou des passés familiaux psychotiques. Ça, c'est sûr. Oui, ce qui donne la toute importance de l'accompagnant. Tout à fait. Que lors d'une première prise, mais ça, c'est si c'était légal. C'est ça le problème. C'est que souvent on dit les psychédéliques sont pas interdits parce qu'ils sont dangereux. Ils sont dangereux parce qu'ils sont interdits. Je m'explique. S'ils étaient permis, il y aurait peut-être des cliniques spécialisées, même des centres de développement spirituel dans lesquels les gens prendraient bien accompagnés des substances psychédéliques, en plus d'autres substances, d'autres pratiques spirituelles. Par exemple, les gens qui feraient de la biodanza en même temps qu'ils prendraient l'ecstasy, le mélange détonnant par excellence, ou qui feraient du yoga en même temps qu'ils prendraient du LSD, le mélange fabuleux par excellence, etc., si vous voulez. Donc, si c'était bien fait, les gens pourraient prendre dans de bonnes conditions. Pareil, si les jeunes voulaient s'initier dans des cliniques spécialisées à la prise de psychédéliques, où on leur expliquerait les choses, on leur montrerait comment ça fonctionne, ils seraient accompagnés par des gens habitués aux états de conscience. Bref, il y aurait beaucoup moins, ou sinon pas du tout d'accidents. Vous voyez? Donc effectivement, comme c'est pas permis, il n'y a pas de soignants qui sont formés à l'accompagnement, donc il n'y a pas de gens spécialisés là-dedans, donc c'est au petit bonheur la chance. Alors que dans les pays, vous voyez, comme les États-Unis, ils sont déjà en train de faire des formations pour les accompagnants de psychédéliques, alors que c'est pas encore légal l'utilisation hors clinique, hors expérimentation clinique, mais parce qu'ils savent que ça va bientôt arriver, que ça va être légal. Donc ils préparent déjà des soignants.
parce qu'il n'y en aura pas assez pour si tout le monde peut en prendre, enfin si tous ceux qui en ont pour en avoir besoin, qui pourront en bénéficier, veulent en prendre, ben, il va falloir beaucoup de soignants parce que ça correspond à des indications larges. Bien sûr. Oui, oui, là, il faut évidemment cranter à ce niveau-là aussi. Mhm. Oui. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur cette idée de remise à zéro, un peu de reboot du cerveau là, pour décrire ces expériences. Est-ce que vous pourriez à nouveau développer cet aspect et puis aussi donner des exemples de guérisons, non pas thérapeutiques qui vous ont marqué, mais des guérisons plutôt spirituelles? À la fois, vous êtes médecin psychiatre et en même temps, vous avez vu ça autour de la spiritualité, de la conscience, parce que c'est ça aussi qui vous intéresse, de personnes pour qui ça a vraiment changé quelque part. Il y a eu un avant et un après, peut-être même pour vous-même d'ailleurs. Oui, vous avez utilisé une expression qui est quoi, reboot ou Oui, du cerveau. pour le cerveau. Ouais. Et quand vous dites ça, Anne, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui vous fait utiliser cette expression de reboot? En fait, quand vous parlez de remettre en ordre, il y a quelque chose de Oui. l'ordre de l'homéostasie pour moi qui se remet comme si les paramètres se remettaient un peu à zéro avec cet élargissement de conscience. Ça m'a fait un peu cet effet-là. Oui. Alors, c'est important parce que ce mot-là, il peut être utilisé dans deux façons. Une façon matérialiste qui dit, oh, bah, comme ça remet tout à zéro, ça fait le reset. C'est comme une boule de neige qu'on secoue, la neige redescend différemment, elle se redistribue différemment. Mais alors, par quel miracle, avec un ordre, une harmonie, une beauté, une intelligence, comme ça. C'est pas lié au hasard. C'est pas juste, il suffit pas de secouer les neurones pour que tout d'un coup, reboost, et ça remarche. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui dirait, comme mon poste de télévision marche pas, je donne un gros coup dessus, et puis ça remarche. Non, c'est Alors, pas c'est une ça. façon de faire. Non, mais c'est une façon de faire. Des matérialistes, c'est comme ça qu'ils voient un peu le cerveau et la façon dont les psychédéliques créent l'effet thérapeutique, hein, enfin, entre nous soit dit. Alors, il y a le reboost qui est plutôt que quand un champ est... Alors, c'était pas ma vision, hein. C'était Oui, pas oui, du tout à tout fait, mon sens, hein. je m'en doute bien, je m'en doute bien. Non, là, le reboot, c'est quand un champ a perdu de l'information de l'organisation, qu'il est en train de dysfonctionner, qu'il est en train de tomber malade ou de faire que l'individu qui est porteur de champ le tombe malade. À ce moment-là, les psychédéliques ouvrent les vannes vers un grand flux de conscience nouveau. C'est comme un fleuve. Moi, je prends l'image de Hercule qui détourne un fleuve pour nettoyer les écuries d'Augias. Vous savez, les écuries d'Augias, c'était un des 12 travaux d'Hercule qui lui avait été donné. Et normalement, c'était infaisable, hein, parce que Augias, il n'avait pas fait nettoyer ses écuries depuis des lustres et des lustres. Et là, c'était vraiment la ferme aux 1000 chevaux. Hein, c'était pas la ferme aux 1000 vaches, mais il y en avait du purin. Eh ben, c'était impossible à faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détourné un fleuve. Et dans cette image, le fleuve, c'est le grand champ de la conscience universelle, ou qui porte tout, qui informe tout, qui relie tout. Et il le reconnecte à l'écurie d'Augias de la névrose. Et il balaye les informations fausses, il balaye les automatismes, c'est un dissolvant d'automatisme, hein, les psychédéliques pour ça. Ils remettent en place, avec l'intelligence des champs, de nouvelles connexions, de nouvelles structures psychiques presque, à haute dose comme ça, dans certains cas où il y a un changement spectaculaire. Il peut vraiment y avoir un changement spectaculaire. Vous me parliez des états modifiés, des états d'expérience de mort imminente, les EMI. Eh ben, là aussi, les EMI, ça fait partie des états d'élargissement de conscience, comme les psychédéliques. Simplement, ils sont un peu plus spécialisés sur la mort. Pourquoi? Parce que les EMI surviennent quand le corps est suffisamment affaibli ou craint ou croit vraiment qu'il va mourir, hein, quand les gens chutent. Il produit cette substance psychédélique, en fait. C'est pas qu'il produit. C'est que il y a comme un bouton, vous savez, que les pilotes d'avion, quand l'avion est en flamme, il y a un bouton pour que le siège éjectable se fasse, pour qu'il n'y ait plus personne dans l'avion, quoi. Ben là, c'est pareil, la conscience se déconnecte. Elle fait une sortie hors du corps, mais très rapide, pour se protéger. Un peu comme dans les traumatismes, il y a une déconnexion, dissociation, mais qui est pas totale. Mais là, quand on croit qu'on va mourir, quand le corps s'affaiblit suffisamment pour relâcher son étau sur la conscience se libère, elle sort. C'est pour ça que dans l'expérience de mort imminente, il y a des sorties hors du corps. Oui, ce que décrit aussi bien et Ben Alexander, là, dans La preuve du paradis, quand il fait sa chute aussi en parachute, là, et qui vit. Et ben, on peut retrouver ça aussi avec les substances psychédéliques. Simplement, comme c'est pas dans des conditions où on est en train de mourir, il y a certains items spécifiques qui sont présents dans les EMI, qui ne sont pas présents dans l'expérience psychédélique, notamment la sensation d'avoir à choisir entre retourner dans son corps ou mourir pour définitivement. Il y a 2-3 petites choses qui ne se retrouvent pas parce que la personne sait qu'elle n'est pas en train de mourir et le corps sait qu'il n'est pas en train de mourir. Oui. Mais autrement, tous les autres items de l'expérience de mort imminente se retrouvent dans les états élargis de conscience. C'est pour ça que les matérialistes font en ce moment une sorte de guerre à la spiritualité, en disant puisque avec une échelle d'expérience de mort imminente, l'échelle, je ne sais plus comment il s'appelle ce psychiatre, de Grayson,
on retrouve les mêmes items qui sont les mêmes éléments qui sont notés forts qu'avec les psychédéliques. C'est donc que les EMI, c'est comme une expérience psychédélique, c'est fait par des médicaments, c'est fait par des substances qui se libèrent dans le cerveau, donc c'est uniquement biologique. Ben non. C'est plutôt l'inverse qu'on peut dire. C'est comme ces substances ou bien ce qui se déclenche lors de la mort coupe le circuit avec le réseau mode par défaut. C'est un ensemble de structures cérébrales qui sont liées autour de l'ego, justement. Coupe le fonctionnement de l'ego. La petite conscience n'est plus prise par l'ego. Elle rejoint d'autres champs de conscience et c'est ce champ de conscience qui amène toutes les informations. Dans l'expérience de mort imminente, les gens rencontrent des défunts ou des guides ou des esprits, mais qui sont des champs de conscience. Ils rencontrent l'aide de lumière qui est un immense champ de conscience et ils font leur revue de vie devant, etc. Mais c'est pas les neurones qui secrètent dans leur détresse et ils sont en train de mourir de manière dysfonctionnelle des choses aussi structurées, aussi belles, aussi universelles. Si c'était le cas, ça serait dans la confusion, ça serait idiosyncrasique, chacun vivrait comme dans un cauchemar ses propres éléments particuliers, alors que c'est des expériences universelles de tout temps, dans toutes les couches de toutes les civilisations. Donc, oui, les expériences de mort imminente font partie des expériences d'étalage de conscience, ça fait partie du tronc final commun que je vous indiquais tout à l'heure. Et simplement, là, il n'y a pas eu besoin de prendre un psychédélique pour couper le lien entre la petite conscience, remettre le lien entre la petite conscience et la grande conscience, ou pour couper le brouilleur cérébral, puisque le simple fait que le corps est en train de mourir, que le cœur s'arrête, que la respiration s'arrête, que l'électroencéphalogramme devient plat, eh ben oui, le corps n'attire plus la petite conscience individuelle qui peut enfin rejoindre des champs de conscience. C'est le même mécanisme, mais la thématique n'est pas la même. C'est clair, ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres champs qui rejoignent ça, à part les NDE, justement? Est-ce qu'il y a d'autres... est-ce qu'on le voit dans d'autres expériences de transe? Mais toutes les expériences mystiques sont pareilles. Je veux même vous dire une chose, Anne, c'est qu'il y a eu des études comme ça où on donnait à des gens des comptes rendus d'expériences mystiques, certaines ayant été liées à une prise de psychédélique, d'autres ayant été spontanées. Mais les gens qui lisaient ces comptes rendus ne savaient pas si l'expérience était liée à un psychédélique ou pas. On leur disait pas. Et on leur demandait d'essayer de deviner. D'après vous, cette expérience, elle est spontanée ou elle est liée à un psychédélique? Eh ben, en fait, il s'avérait que les gens étaient incapables de faire la différence. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'essence même, c'est la même chose. On est dans la connexion de la petite conscience avec la grande conscience ou avec des champs de conscience extérieurs. C'est ça qui fait tout ça. Et c'est ça qu'on retrouve chaque fois qu'on déconnecte la petite conscience individuelle du fonctionnement de l'ego. C'est ça. Quand on élargit ou charge le cœur, quand on calme le mental et quand on décontracte le corps, entre autres, eh ben, enfin, la petite conscience peut arrêter d'être harcelée, encapsulée, attirée par le siphon de des phénomènes corporels, quoi. Et d'ailleurs, on voit que les thérapies psychocorporelles se développent de plus en plus liées à ça, effectivement. Bien sûr, puisqu'il y a de la conscience dans le corps, et une bonne façon de rejoindre la conscience universelle, c'est d'activer la petite conscience dans le corps et de la relier au grand champ de conscience, tout à fait, bien sûr. Ce qu'avait découvert, par exemple, bien avant lui d'autres personnes, mais je pense à William Reich, typiquement aussi sur les cuirasses, des méthodes qui utilisent la biodynamie, etc. Bien sûr, tout ce qui va libérer des fermetures, contractures, tensions, les cuirasses musculaires, tissulaires, Gerda Boysen pour la psychologie biodynamique, Reich pour la végétothérapie, tout à fait. Il y en a d'autres d'ailleurs, parce que on parle de ces deux-là un peu toujours, mais plus contemporains, qui ont découvert des choses assez avant-gardistes sur ces sujets-là. Alors, il y a par exemple des façons de mettre la conscience analytique, discriminante, critique, cerveau gauche en repos. Par exemple, l'hypnose, par exemple, le MDR. Et il y a des formes d'hypnose qu'on appelle, par exemple, l'hypnose humaniste d'Olivier Lequert, l'hypnose spirituelle de Jean-Charles Chabot, la TCH, transcommunication hypnotique de Charbonnier, le MDR selon Botkin, c'est-à-dire une méthode qui permet de contacter les défunts, devenir son propre médium grâce à un état modifié de conscience permis par le MDR. Vous voyez, il y a des techniques comme ça. Après, on pourrait faire ça en sophrologie. Il y a tous les gens qui apprennent ce qu'on appelle le néo-chamanisme, qui apprennent à faire des voyages chamaniques. Eh ben, ils se mettent dans des états de conscience qui permettent la rencontre d'autres esprits, d'autres mondes et d'autres informations. C'est fait pour. Donc, vous voyez, il n'y a pas que les psychédéliques du tout, bien sûr. Alors, pour conclure, on arrive à la fin de ce podcast passionnant. Olivier, j'aurais encore des milliers de questions à vous poser, mais vous reviendrez à l'occasion du prochain livre, là, chez le Duc, nous expliquer les 6 cercles, parce que forcément, ça m'a fait du gros teasing. D'accord, très bien. Posez-moi dans juste 500 si vous voulez pas en poser des milliers.
Oui, c'est ça. Alors, pour cette dernière question, est-ce qu'il vaut mieux alors, il y en a deux, en fait. Est-ce qu'il y a des substances qui sont plutôt liées au masculin et d'autres au féminin? Ou pas forcément? Est-ce que vous avez observé des choses à ce niveau-là? Oui, alors, bon, on pourrait dire ça. C'est peut-être anecdotique comme question. Oui, c'est anecdotique. Bon, après, bien sûr, il y a des gens qui disent que, par exemple, l'ayahuasca est plus féminine, l'iboga est plus masculin. Vous voyez? Bon, d'accord. On pourrait dire l'ecstasy est plus féminine, le LSD est plus masculin, mais ça serait pas compréhensible pour quelqu'un qui n'a pas vécu l'expérience. Vous voyez, ça resterait de l'ordre du concept. D'accord, c'est un peu mental. Alors que c'est vraiment, alors que c'est vraiment une expérience corporelle et spirituelle de dire ça. Oui, donc cette dernière question que j'allais poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux aller prendre ces substances dans leur milieu naturel d'origine pour expérimenter? De toute façon, en France, on peut pas le faire, mais quand même, de manière générale. Et donc, derrière cette question, il y a aussi une étape ultérieure qui pourrait être la réhabilitation des fameuses plantes de sorcières de nos contrées, ce que vous dites aussi dans le livre. Oui, alors, en même temps, les plantes de sorcières de nos contrées, elles sont très difficiles d'usage et ça fait partie justement des très rares exceptions où là, ça peut être dangereux d'en prendre. Je m'explique. Souvent, c'est ce qu'on appelle des substances cholinergiques, enfin anticholinergiques, c'est-à-dire l'hyoscyamine, la jusquiame, la belladone, la datura, voilà. Et ce sont des substances qui, certes, oui, créent des visions, etc., mais qui, quand on les prend trop, peuvent amener à la mort. Donc, en fait, les plantes de nos contrées, on va dire que le LSD, c'est une plante de notre contrée, puisqu'elle a été découverte par Hoffman, et on pense que même dans les mystères d'Éleusis, la fameuse boisson, le kykéon, c'était lié à une moisissure, mais pas du seigle, mais de l'orge. Mais c'était quand même apparenté au LSD, quoi. Mais pour dire, c'est plutôt ça qui serait européen, ce serait le LSD. Ce serait ça la plante chamanique de notre culture. Mais par contre, oui, pour les grandes plantes, c'est-à-dire ayahuasca, iboga, cactus à mescaline, et même les cérémonies avec des champignons. Je parle pas de la psilocybine qui est synthétisée qui a été synthétisée pour maintenant être utilisée dans les essais cliniques, parce que dans les essais cliniques, ils n'utilisent pas des champignons frais, ni secs, Ils utilisent la molécule qui a été synthétisée à partir de celle du champignon. Mais quand on utilise les champignons dans une culture chamanique, enfin pour les grandes plantes, il faut une culture chamanique, parce que ce sont des plantes très puissantes qui ont une égrégore, c'est-à-dire qui ont des champs de conscience associés, qui produisent des phénomènes particuliers. Et il faut vraiment un accompagnant chaman, c'est-à-dire spécialisé depuis son enfance, qui connaît très bien les phénomènes, qui sait diriger l'expérience par ses chants, par les fumigations, par les tambours et les rattles, comme on appelle ça, les hochets chamaniques, enfin, qui sait dialoguer avec les esprits, parce qu'il y en a vraiment. Moi, je suis allé au Pérou faire de l'ayahuasca à plusieurs reprises, etc. C'est pas du pipeau, c'est pas du folklore. Il y a vraiment des esprits. Enfin, quand vous les avez vus une fois, vous comprenez que quand les chamans font certains chants et font certains bruits avec leur tambour, etc., ça chasse vraiment certains esprits ou ça en attire d'autres. Vous les voyez, vous les sentez. Là, vous êtes plus dans comment dirais-je, l'approche intellectuelle. Vous êtes vraiment dans le champ spirituel. Donc oui, bien sûr, pour ces grandes plantes, il faut les prendre dans des plantes d'origine avec des chamans d'origine, pas des chamans itinérants qui viennent en Europe ou des gens qui s'auto-improvisent chamans parce qu'ils ont fait 2-3 fois les plantes et puis ils ont fait 1 ou 2 stages de chamanisme. Non, c'est trop sérieux, c'est trop puissant. Mais toutes les substances créées en Europe, c'est-à-dire la kétamine, l'ecstasy, enfin ou aux États-Unis, dans les pays occidentaux, je veux dire, enfin occidentaux modernes, kétamine, ecstasy, qu'est-ce qu'il y a d'autre, LSD, et puis bref, j'en oublie sûrement, mais bref, là, ça peut se faire, il y a des accompagnants qui peuvent être d'un bon niveau pour accompagner les gens dans cette prise maintenant, si vous voulez. D'accord, très bien. Bon, mais c'est bien, on arrive au terme de cette émission. Olivier Chambon, merci infiniment. Merci Anne. Merci vraiment beaucoup, c'est passionnant. Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre et bien plus que ça, aussi psychothérapeute, etc., formé à des tas d'autres voies. Alors, on rappelle que les substances évoquées sont toujours sur la liste des stupéfiants illégales en France et que s'en procurer en consommer est interdit par la loi. Olivier, vous l'avez répété à plusieurs reprises. Si le sujet a suscité votre intérêt, je vous recommande, en revanche, et ça c'est tout à fait autorisé, de lire le livre d'Olivier Chambon et Jocelyn Morrison, qui est La Révolution psychédélique, une médecine de la conscience, paru chez Guy Trédaniel, avec aussi un tas d'experts contributeurs qui ont contribué à ce livre. Peut-être on peut les remercier. Oui, absolument. Puis j'ai cité. Merci Anne. Donc Marc Bramy, Alexandre Caranta, Alexandre Perret, Romuald de Terrier, qui est bien connu,
Isidore Moubengi, ça c'est un pseudonyme parce que c'est un psychiatre connu mais qui veut pas être reconnu. Oui, ça se sent, oui. Arthur Weisblatt et Vincent Basset. Et je voulais dire aussi qu'il y a un autre livre qui peut être utile pour vous parce qu'on l'oublie, mais il a été fait en 2009, c'est la médecine psychédélique parce que il pose des bases historiques et philosophiques qui sont pas mis dans le livre La Révolution psychédélique. Donc ils sont très complémentaires les deux livres. Voilà, je tenais à le dire. Oui, et ce qui est très complémentaire aussi, c'est d'écouter le podcast précédent que nous avons fait ensemble, voilà. Super. Qui est aussi tout à fait passionnant. Olivier Chambon, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.